Oui, bonjour à tous. Alors une vidéo aujourd'hui, un peu un résumé, un raccourci, mais un résumé. C'est pour le grand public, plus adressé au grand public, les gens qui me posent des questions, notamment les consommateurs qui ne sont pas agriculteurs. Les grandes étapes pour comprendre ce qui s'est passé dans le monde agricole, à la sortie de la guerre en 1945, il s'est créé la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture. Il y avait 10 millions de paysans à peu près en 1945. La CGA a été, pour relever le pays derrière la guerre, il y avait là-dedans ce qui est devenu après la FNSEA, ça regroupait tous les agriculteurs, il y avait la Fédération nationale de la coopération, il y avait la mutualité et il y avait le crédit agricole. Et ensuite, dès 1946, le syndicat FNSEA a été créé avec Eugène Forget, qui était un agriculteur de mon département du Maine-et-Loire. Ensuite, les grandes étapes, derrière 45, il s'est créé une FNSEA au niveau européen qui s'appelle le COPA. Les FNSEA en Europe, c'est le COPA. C'est même, ça a été institué, c'est même une émanation des structures des commissions européennes qui avaient besoin d'un interlocuteur, le COPA. Ensuite, ils se sont regroupés avec la coopération agricole en Europe, ils ont fusionné pour s'appeler le COPA-COGECA à partir de 62. Bon, ce COPA-COGECA, c'est un syndicat donc agricole européen, c'est la FNSEA chez nous. Ils font du lobbying en permanence autour des députés européens, au Parlement européen, auprès de la Commission européenne. Ils ont à peu près 1,2 million, 1,3 million € de disponibles en permanence pour faire du lobbying auprès des instances politiques. Les grandes étapes après, j'étais en 62, en 63. Là, on commence à arriver à un modèle qui va s'industrialiser tout doucement. Les céréaliers de la FNSEA ont créé Unigrain en 1963. Le président, c'est Éric Touirin, c'est quelqu'un de la FNSEA, un ancien président de chambre d'agriculture. Donc la création d'Unigrain, c'est 1 milliard d'euros de fonds propres. C'est environ 1000 entreprises qui financent à travers le monde, parce qu'ils financent des entreprises, mais pas qu'en France. Ils ont des plateformes sur tous les continents. Donc c'est par exemple, Unigrain, c'est le numéro 1 de la boulangerie dans le monde. Ils ont racheté la société Mécaterme, Mécaterme qui appartenait à la famille Wendel, les riches industriels du nord de la France, certains connaissent. Donc c'est quoi ça? C'est donc les numéros 1 mondial des chaînes de boulangerie industrielles. C'est pour vous dire l'impact du modèle agricole pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est des chaînes de production automatisées dans le monde, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, frais surgelés, dans le monde entier. Ensuite, Unigrain, c'est des financements dans les chaînes de restaurants. Voilà. Les chaînes de restaurants, c'est des financements dans les plateformes logistiques, les sociétés de transport, les camions frigo, Steph, 100 000 livraisons par jour en France et en Europe. D'accord ? Les chaînes de restaurants, c'est Restoria. Financement aussi dans le numéro 1 des glaces et des sorbets en France, une société en Charente-Maritime, l'Angélis. C'est le financement du groupe Bouvard. C'est le financement des labos, environ 26 laboratoires en Europe. Donc c'est tentaculaire, c'est également Unigrain. Ils ont été reconnus par le Sénat en 1975. Ils sont référents comme assurance pour couvrir les paiements dans les transactions financières des marchés des matières premières agricoles. C'est-à-dire qu'ils jouent le rôle de la COFAS, pour ceux qui savent ce que c'est la COFAS, pour garantir les sécurités de paiement. Unigrain en agricole joue le rôle de la COFAS. Et ils ont été reconnus comme étant une institution incontournable en 1975 par le Sénat français. Dans ces années-là, à la fin des années 50-60, il y avait ce qu'on appelle la préférence communautaire. On commençait à faire des échanges internationaux. L'Allemagne avait misé sur l'industrie, nous sur l'agriculture. Nous, notre agriculture, elle a été modernisée à marche forcée parce que beaucoup d'emplois sont partis dans l'industrie. On a modernisé l'agriculture pour emmener des travailleurs dans l'industrie, d'où les remembrements, d'où le machinisme, d'où tout ça, d'où tous les phytosanitaires, les engrais et tout ça. La préférence communautaire s'est arrêtée à peu près
La préférence communautaire, ça donnait un petit plus, c'est-à-dire que les États membres de l'Union européenne devaient acheter les produits agricoles français dans la mesure où il y avait un respect mutuel entre nous à la constitution de cette Europe. Mais à partir déjà de 1975, avec les accords commerciaux de l'ACP, l'Afrique Caraïbe, là, à travers la convention il y a également la convention de Lomé, hein, c'était la convention de Lomé, pardon, et en 94, il y a eu l'Uruguay-Rhône. Ensuite, il y a eu les accords de Cotonou en 2000, mais c'était déjà détricoté. La préférence communautaire, elle avait des plombs dans l'aile. On rentrait déjà dans les traités de libre-échange, dans le marché de libre-échange. Il ne faut jamais oublier qu'un pays comme le nôtre, avant Maastricht 92, on avait quelque chose comme 6500 traités bilatéraux entre les pays, des accords commerciaux à travers le monde. C'est énorme. Donc après, on arrive en 1983. Là, c'est la création de Sophie Protéol, qui s'appelle aujourd'hui le groupe Avril, où est président Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Cette entreprise Sophie Protéol est née, ça a été demandé par les responsables de l'époque politique, c'était sous Giscard d'Estaing. Il y a eu un embargo américain sur les protéines suite à une sécheresse aux États-Unis en 1978. Ils ont demandé aux agriculteurs français de la FNSEA de mettre en place un plan protéines, ce qui était une bonne idée. Fallait s'en doter. On aurait dû le faire plus tôt, mais comme on avait des accords suite à la guerre de prendre des protéines aux États-Unis, on était un peu verrouillé. Mais qu'on produise les protéines chez nous, ça allait dans le bon sens. Donc, ils ont mis en place ce plan protéines en 83, à partir de 82-83. Ça s'appelle le groupe Avril aujourd'hui. 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, oui, entre 8 et 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent quasi dans le monde. C'est les agrocarburants, c'est les marques d'huile, voilà. C'est le numéro 1 des aliments du bétail en France puisqu'ils ont racheté le groupe Sanders. C'est eux qui ont des sociétés, la société Mix Science, qui nourrit les animaux en Amérique du Sud, notamment au Brésil, mais ils nourrissent les animaux également en Turquie et ailleurs, un peu partout à travers le monde. Donc c'est devenu tentaculaire. Ne jamais oublier, oui, les agrocarburants, hein, le groupe Avril. Voilà. Et ensuite, il y a eu le regroupement de pratiquement 200 coopératives aujourd'hui. C'était 192 à la base, mais c'est quasi 200, peut-être même plus de 200 à l'heure où je parle. C'est InVivo. Alors InVivo, eux, c'est le regroupement de 200 grosses coopératives. Vous avez Agrial, Terrena, Tereos, c'est tentaculaire, ça. Le groupe InVivo. InVivo, après, c'est les jardineries, les animaleries, Delbar, Gamme Vert, Café de Paris. Eux, ils sont rendus au sommet de Davos à travers des startups. Ils ont essayé, ils travaillent maintenant avec Alexandre Zouhari, Mathieu Pigas et Xavier Niel. Ils ont essayé de racheter Casino, mais ils ont perdu. Il y avait un milliardaire en face d'eux qui a raflé la mise. Mais voilà où est rendue aujourd'hui notre structure. Tout ça, c'est dirigé par des gens de la FNSEA. InVivo, c'était Philippe Mangin, qui a été longtemps président. Et maintenant, c'est Monsieur Callot de la Vendée, qui est le président de la CAVAC en Vendée. Voilà. Donc, alors que la modernisation de la France consiste, à enlever les paysans des campagnes, à augmenter notre productivité, toujours produire plus, hein, faire des gains de productivité énormes, diminuer le nombre de travailleurs et augmenter le nombre d'hectares. Voilà. On est à peu près à 69 hectares aujourd'hui, de moyenne. Hein. Alors autant dire qu'après-guerre, voilà, beaucoup de gens avaient quelques hectares. Hein. Donc on va être moins de 400 000 paysans au 1er janvier 2025 et moins de 300 000 exploitations. Parce qu'il y a toujours plus d'agriculteurs que d'exploitations, comme il y a des associés. Voilà. Alors tout ce mécanisme-là de gain de productivité qui fait qu'aujourd'hui des individus ont jusqu'à 100 vaches laitières seules, hein, et puis peut-être un associé qui fait les cultures. Mais quand on voit les gains de productivité où les paysans élevaient une famille, au départ, après 45, c'était avec 5-6 vaches. Et puis dans les années entre 70 et 90, pour faire vite, c'était avec 20 ou 30 vaches laitières qu'un couple élevait une famille. D'accord ? Pour prendre l'exemple des vaches laitières,
c'était la même chose dans les hors-sols. Il y a des gens qui ont élevé leur famille avec un poulailler. Et le poulailler, en 3 à 5 ans, il était amorti. Les premiers poulaillers qui sont venus. Aujourd'hui, il en faut 6 ou 7 pour essayer de tirer 1 000 euros. Donc vous voyez les gains de productivité. Alors pourquoi cette course effrénée vers toujours plus grand, toujours plus, toujours de la modernisation, mise en compétition sur le plan planétaire à travers des traités de libre-échange, mais pas que. Même quand il n'y a pas de traité de libre-échange, c'est l'industrie agroalimentaire qui fait maintenant 9 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9 000 milliards de dollars, pardon, de chiffre d'affaires dans le monde qu'à la main. Ne jamais oublier que l'agriculture dans le monde, les paysans, c'est autour de 850 millions de paysans qu'on est aujourd'hui. Mais avec l'agroalimentaire et tout ce qui tourne autour, c'est 1 milliard 300 millions qui travaillent dans le monde pour l'agriculture. Donc c'est pas une paille, mais la concentration continue de se faire sur la paysannerie pour qu'on soit de moins en moins nombreux, de plus en plus endettés pour faire un maximum de volume. Pourquoi ? Parce que cette financiarisation de l'économie, ce modèle capitaliste a des plombs dans l'aile, il est en fin de vie et il subit une baisse tendancielle du taux de profit. Et pour lutter contre cette baisse tendancielle du taux de profit, eh ben, il continue toujours d'entraîner vers plus de production, pareil dans les usines, hein, plus de production, plus de charges de travail, plus de charges mentales, tirer du revenu au maximum sur les gens qui travaillent, sur les travailleurs, qu'ils soient des salariés hein, ou qu'ils soient des paysans. Et à ce sujet, ce modèle économique exacerbé qui demande des gains de productivité en permanence pour lutter contre cette baisse tendancielle du taux de profit et garder un retour sur investissement intéressant pour les gens de la haute finance, ces actionnaires qui veulent des retours sur investissement à 2 chiffres. Il y a 2 études qui ont été faites, une en Suisse et une en Suède, qui ont démontré que les populations poussées à bout à travailler toujours et faire du rendement, toujours plus de rendement, il y a, par les arrêts maladie, hein, on perd 2 à 3 points de PIB, sur le produit intérieur brut des pays. Études réalisées en Suède et en Suisse. Donc, il continue là-dedans, dans la théorie de Ricardo, des coûts comparatifs, des avantages comparatifs, pour mettre les gens, la paysannerie en compétition, sachant que parmi les gens pauvres dans le monde je parle, c'est principalement en Afrique bien sûr, et en Asie, mais il y en a aussi en Europe, 80% des gens pauvres sont des paysans. D'accord ? Tout ça, c'est des sources INSEE, MSA, FAO. Tous les chiffres que je vous donne, voilà. Et sinon, la Cour des comptes. D'accord ? Donc, cette théorie de Ricardo, des avantages comparatifs pousse à la délocalisation, vous voyez bien, des multinationales de l'agroalimentaire, de l'industrie, voilà. Délocalisation pour faire toujours plus de profit, provoque des mouvements de population entre les continents, ça s'appelle l'immigration, moi j'appelle ça l'exportation du chômage, voilà. C'est la guerre de l'énergie, c'est la guerre des monnaies. Aujourd'hui, il y a des nouveaux éléments, les BRICS. Avec les BRICS, on est vers un recul de l'Occident. Hein. La Chine est la première puissance mondiale en produit intérieur brut, en pondéré du pouvoir d'achat déjà depuis quelques années. Ils sont passés devant les États-Unis, je dis bien en pondéré du pouvoir d'achat. Donc de tout ce constat, on continue à faire diversion. C'est le modèle économique qui détruit la paysannerie et qui pousse malheureusement des paysans au suicide, pas qu'en France, partout. Donc on essaye de faire diversion sur les plateaux télé où les gens ont accès aux grands médias en dénonçant l'administratif, les normes, l'agribashing, alors que les enjeux géopolitiques planétaires sont tout ailleurs, même s'il y a des réformes à faire d'un point de vue administratif, parce qu'on a des pays comme la France où le tertiaire a pris beaucoup trop d'importance. Il y a un déséquilibre entre les emplois tertiaires et les emplois dans l'agricole, dans le bâtiment et dans l'industrie. Ça, c'est un fait. Ceci étant, les enjeux géopolitiques sont ailleurs. Et donc, la finalité de tout ça, c'est de dire que cette mise en compétition des individus, grâce à la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, parce que c'est surtout la libre circulation des capitaux
qui permet aux multinationales, quels que soient les secteurs, de mettre les individus en compétition sur un plan planétaire, fait qu'aujourd'hui, il reste 6,50 € sur un caddie de 100 € pour l'agriculteur. Qu'on parle des normes ou qu'on n'ait pas de normes. Il y a des productions qui sont avec des normes, il y en a qui sont sans normes. Mais il reste 6,50 €. Qu'on ait des contrôles ou qu'on n'ait pas de contrôleur, il reste 6,50 €. Donc, vous, consommateurs, je pense que vous avez compris, attention à la manipulation médiatique. L'agriculteur est réduit au rang de prestataire de services, puisqu'il n'a pas sa facture. Et donc, pour faire reconnaître le travail des paysans, qui est essentiel à la vie des hommes, pour préserver les ressources naturelles, la biodiversité, l'air, les sols, l'eau, etc. L'agriculture est indispensable dans la vie des populations. Une nation ne peut pas tourner sans agriculture. L'agriculture, c'est la nourriture, comme vous le savez. La nourriture, c'est la santé, c'est l'environnement, c'est des emplois non délocalisables. Donc, je termine là-dessus. Rappelez-vous bien le cœur du sujet. Il reste 6,50 € sur un caddie de 100 €. Et la différence, elle est mangée, le gâteau, le fromage, qu'on parle de traité libre-échange Mercosur ou pas Mercosur, même quand on reste en franco-français, le fromage, il est mangé par l'industrie agroalimentaire, nos coopératives, Monsieur Bigard, le groupe LDC, toutes les laiteries qui existent, Agrial, enfin tous ceux que vous connaissez, Saventia, LSDH, la laiterie Belle, tous nos industriels, tous nos partenaires, voilà, les centrales d'achat, et puis la logistique, tout ce qui est intermédiaire, logistique, et tous ces gens-là, il y a un point commun, c'est que sur l'économie, sur le produit intérieur brut de la France de 2800 milliards d'euros, il y a environ 850 milliards d'euros qui sont liés directement à la compétition internationale, qui sont sur une base de ce que j'appellerais un produit intérieur brut mondialisé, une sorte de compétition mondialisée, alors que nos partenaires, nos intervenants, la mutualité sociale agricole, le réseau bancaire, nos coopératives, tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec nous sont sur un territoire qui s'appelle la France et ils sont rémunérés et ils ont des conditions sociales franco-françaises et avec des rémunérations sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. C'est la raison pour laquelle le monde paysan est à l'agonie, parce que lui, il a un niveau de rémunération sur la base des échanges internationaux d'un produit intérieur brut mondialisé. Merci et à bientôt.